The return of the NBA. Here's a Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Morant. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. Reggie. It's video. We're playing video. Here we go. Bonjour à tous, Hype sur Sport en France, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude, et désormais, maintenant sur Canal+, et sur le bouquet, même d'ailleurs Canal 7, de manière globale, on est très content de pouvoir s'exposer, d'exposer un petit peu tout le travail de cette chaîne sur ce magnifique bouquet, et de permettre à Paul de devenir célèbre notamment. C'est pas déjà le cas? Bah écoute, ça va encore, Dans ma rue. encore grandir. Voilà, et bah écoutez, merci en tout cas de m'accueillir une nouvelle fois. Bon, pas de soucis. 49ers, Ouais, c'est ce week-end, hein? J'ai changé, c'est ce week-end. Ah. J'aurais pu mettre les Bulls, hein. On a battu quand même les Wolves après 23 points de retard, c'est beau. Donc, mais oui. À fond, Ok, 49ers, petit pronostic là, ou pas? 49ers. Ouais, le Super Bowl, là. On parle de Super Bowl, là, opposé aux Chiefs ce week-end, du côté de Las Vegas, minuit 30. Ne ratez pas cet événement. Thomas Siniki, est-ce qu'il va regarder le Super Bowl ou est-ce qu'il va Oui, il fidèle va à la NBA? essayer. Non, oui, mais comme tous les ans, et après je finis à m'endormir et je suis dégoûté le lendemain. Alors j'espère qu'ils vont me laisser éveiller cette fois. Bon, bah Ouais. écoute. Dans des beaux Super Bowls ces dernières Tiens au années. moins jusqu'au show de la Ouais, mi-temps, parce ouais, que je crois qu'il y a Usher. Usher. Ça peut être pas mal. Et en 2024, on dit MyCanal, je crois, Sylvain, pour être tout à fait précis. Merci Voilà. pour la précision. Voilà. On va pas le réinviter. On va vraiment pas le réinviter. Non, mais comme ça, on a vraiment la bonne appellation, je crois. Merci beaucoup. Le rire soyeux de Joël Ayayi, vous l'avez entendu, c'est notre invité hype de cette semaine, international français, formé à l'INSEP Gonzaga et maintenant du côté de Nanterre 92. Comment vas-tu, Joël? Ça va très bien, merci pour m'avoir. Merci d'être là. La famille Ayayi, c'est un nom très connu avec Valériane devenue Vukosavljevic maintenant, on connaît bien en équipe de France. Parle-nous un petit peu de ta récente victoire là, contre ton frère, je crois. C'était comment tu te sens? Ça fait du bien de battre son frère sur un terrain? Ça fait du bien, surtout qu'on avait perdu le premier, donc je ne vais pas finir la saison à 0-2. Après, j'allais perdre ma chaise en bout de table à la maison. Il avait beaucoup parlé après le premier match, donc là, pouvoir gagner le deuxième à la maison, devant la famille, ça fait du bien. Nanterre 92, on m'a dit en préparant l'émission que vous aviez des ambitions cette année. Tu peux nous les révéler en prime time sur MyCanal? Bravo. Précision. Les ambitions, oui, on est une équipe ambitieuse. Ouais. Je pense que depuis le début de saison, on savait qu'on avait un groupe solide qui pouvait réussir à jouer les troubles faites. Et pour l'instant, on est derrière les 4 gros qui jouent l'Eurocup, l'Euroleague. On est bien placé en embuscade et qui sait, peut-être le top 4 avec un peu de réussite. Sur le plan individuel, est-ce que tu es content de toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie de faire pour apporter à l'équipe? Oh, des choses, il y en a encore, je pense qu'il y en aura toujours en fait. Ouais. Il ne faut pas être rassasié. Mais là, surtout sur le dernier mois, je suis en forme et il y a eu un petit temps d'adaptation, surtout avec le retour en France. Mais je suis content. Aujourd'hui, je suis content et j'espère qu'on pourra continuer sur la phase ascendante. Ok. On parlera de ton parcours, parce qu'il est déjà très très riche dans quelques minutes, hein, passé par les États-Unis en formation et puis aussi post-formation avec Washington et les Lakers. On en fera une petite discussion ensemble. On reste du côté Île-de-France. Bon, t'es pas un joueur des Mets, mais il y a une grosse actualité au sujet des Mets. Cette équipe qui a connu les phases finales et la finale du championnat de France avec Wemby il y a encore quelques mois, dans un écrin, Roland Garros, etc. C'était la fête. Et là, c'est un peu plus compliqué déjà sur le plan sportif. Une dernière position, une dernière place en BetClick Elite. Et puis des joueurs qui se libèrent de leur contrat en pleine saison. Ça rentrait un peu dans le marasme un petit peu que vit le club, parce qu'on n'y est pas. Je me tourne toujours vers toi, Joël. Est-ce qu'on n'est pas un peu triste comme ça, quand on est joueur de toute façon, de voir un club qui s'est hissé tout en haut du championnat avoir des difficultés l'année d'après, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, entre guillemets, comme vous disiez, il y a quelques mois, ils étaient sur le toit de la France, on a l'impression un peu, et puis sur le toit du monde avec Victor. Et voilà, ils allaient à Vegas, enfin, c'était un club qui était connu dans le monde entier, en fait. Il y a des maillots de Wemby un peu partout dans le monde avec le maillot des Mets. Et voilà, après, ce qui se passe hors du terrain, je ne sais pas trop, mais c'est sûr que sur le terrain, c'est dur parce que voilà, ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs qui
Pour la plupart, ils sont un peu pour rien. Ouais. Et ils peuvent se retrouver peut-être un peu coincés dans des situations qui ne sont pas les plus favorables. Mais voilà, surtout nous, c'est le derby du 92. Donc voilà, je pense que même nos fans, ils aiment quand c'est... Quand ça joue, et je pense que c'est pour le club de Nanterre et Boulogne, c'est positif en fait, cette petite rivalité qui est créée par de bons résultats des deux côtés. Ok, donc il faut qu'elle continue à exister, quoi. Moi je pense que ça donne la bonne santé aux deux clubs en fait. Ok. Voilà, ça permet deux gros matchs de plus dans l'année pour les deux équipes, même pour la LNB. Donc cette rivalité un peu sur le territoire du 92, je pense que c'était positif. Ok, à maintenir. Bon, a priori, il y a peut-être des solutions qui sont trouvées du côté de Boulogne, parce qu'on parlait d'un forfait à un moment donné. Après, il devrait finir la saison, a priori, Voilà. d'après ce que dit le président de la Ligue. Mais bon. Mais sans doute pas repartir en Betclic l'année prochaine, de toute façon. Donc c'est pour ça. Ça avait été déjà un peu compliqué pour reconstituer une équipe et un projet. Ils y sont arrivés. Il faut espérer, comme dit Joël, que ça puisse s'inscrire déjà dans le présent et dans le temps. On part du côté des États-Unis tout de suite, puisqu'il y a une info qui vient de tomber. C'est la trade deadline aux États-Unis, donc cette fameuse période où les joueurs peuvent être échangés, donc changer d'équipe, sans forcément avoir leur avis. C'est un peu le principe du business américain. Et on était intéressé par Evan Fournier. La situation d'Evan Fournier était compliquée du côté de New York. Quasiment 2 saisons blanches. On vient d'apprendre qu'il bouge du côté de Détroit. Donc échangé contre d'autres joueurs, et donc il arriverait à Détroit. La pire équipe de la NBA actuellement. Alors c'est pas forcément sur le plan sportif le meilleur des moves, mais c'est un joueur d'expérience quand même, Evan, qui devrait, on l'espère, avoir un petit peu de temps de jeu, Paul. Ah bah voilà. On l'espère, parce que là, il y a les JO qui se rapprochent. Il ne peut pas faire 1 an et demi sans jouer ou en jouant 2 minutes tous les 6 mois. Donc si jamais il reste, parce qu'on ne sait pas si les Pistons vont le conserver, il va falloir attendre encore ce soir. A priori, c'est parti pour. Mais enfin du temps de jeu. Et puis voilà, c'est tout bon pour les JO et pour Evan, quoi. Donc voilà, on est très contents. Je ne sais pas si ça se voit, mais... Non, pas du tout. C'est surtout, au moins, il voit un peu la lumière au bout du tunnel. Ça faisait quand même ça faisait long pour lui. Très longtemps. Donc, qu'il puisse retrouver les terrains pour nous et l'équipe de France. Et en plus, je pense qu'il peut apporter un brin d'expérience à cette équipe qui est quand même assez jeune à Détroit. Il aura du temps de jeu, c'est sûr. Donc oui, s'il ne se fait pas couper, j'ai envie de dire qu'il en profite. On verra après cet été où il ira. Ok. Mais ouais. Thomas. Ouais, mais non, mais je pense à lui, le pauvre, c'est qu'il avait l'air de tellement kiffer la vie à New York, quoi, que là, partir à Détroit, c'est dur, quoi. C'est très, enfin voilà. Mais en plus, non, mais on rigole un peu, mais ça va peut-être jouer aussi. Il va falloir qu'il se remette tout de suite dedans. Enfin, au niveau la motivation, le cadre. C'était vraiment, je me souviens d'un reportage Bein, je crois, au moment où il flambait à New York. C'était vraiment, tout le monde le reconnaissait en ville, à Manhattan, c'était le king, quoi. Il avait l'air de kiffer vraiment, quoi. Voilà, bon maintenant, Détroit. Mais c'est bien, au niveau sportif, oui, ça peut être que mieux, mais bon courage. Question sportive de haut niveau qui nous accompagne dans Hype, Joël Ayayi. La période d'Evan sans jouer, tu as dû l'observer un petit peu de loin. Comment on gère justement cette période où on est un peu hors du projet sportif, alors qu'on a été quand même à un moment donné très sollicité par son coach. Et cette arrivée, donc 2 questions en une, cette arrivée à Détroit, est-ce qu'il faut qu'il la prenne comme j'ai une opportunité de jouer et peu importe où je suis, je montre ce que je vaux, ou est-ce qu'on peut quand même être un peu amer et déçu de la situation, quoi? Déjà, la première question, c'est la difficulté du business en NBA. C'est que tu as des équipes qui jouent pour gagner, tu en as d'autres qui jouent pour perdre, t'en as d'autres qui... Et donc, au final, tu as des joueurs qui ont le niveau NBA, mais qui, en fonction des situations, des opportunités, des coachs, des philosophies de jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Et des fois, quand tu es joueur, tu contrôles pas. Tu sais pas qui est-ce que le coach, si le coach va se faire virer demain. Enfin voilà, on a vu Milwaukee, ils sont premiers de la conférence, leur coach il s'est viré. Et après, qui sait si jamais le nouveau coach il aime comment tu joues ou pas. Donc ça c'est le business malheureusement. Mais après, pour la deuxième question, pour avoir côtoyé Evan un tout petit peu cet été, et puis juste, je pense qu'on sait à quel point il est compétitif, à quel point il a faim de ramener une médaille d'or pour la France. Je pense que ça peut être que positif. Qu'il reste à Détroit ou qu'il ait un buyout et qu'après il a encore plus de chances d'aller dans une équipe qui lui conviendrait. Donc, mais franchement, je trouve que c'est cool. Comme il a dit, ça permet un peu de voir autre chose. Et ça pouvait, entre guillemets, pas être pire, mais pour la France et pour nous, je pense que c'est une très bonne news. Ok. Evan sur le terrain, ça va faire quelques mois qu'on ne l'a pas vu, effectivement, qu'il s'éclate,
qui retrouve aussi du rythme. Et puis voilà, les jeux arrivent très très vite. Hein. On ne sait pas si Détroit, fallait que ça bouge. À mon avis, Détroit va pas faire les playoffs. Donc on est déjà mi-février. Il faut vite se mettre en route pour pouvoir être compétitif pour cet été. Voilà. Est-ce qu'il va retrouver Killian Hayes aussi? Ça, c'est l'autre question. Bonne question, ouais. On va le savoir. Kylian, il y aurait des petites discussions. Alors, des velléités de départ. Voilà, on n'analyse pas trop les rumeurs, mais apparemment, il y aurait des rumeurs, une volonté de partir du côté de Memphis. Ou Memphis aussi. Memphis ouais, mais San Antonio aussi, mais j'ai revu Memphis plus récemment, je crois. Bon, affaire à suivre, hein. Trade deadline, mais il est peut-être concerné. On est tous sur les téléphones en train de regarder ce qui se passe là. On vous donnera l'info si on en a une, bien sûr, dans l'émission. On passe à Rudy Gobert, deuxième français, hype de NBA, 3 fois meilleur défenseur de la Ligue, qui ne sera pas All-Star. Notre français Rudy Gobert. Moi, j'ai déjà une question encore pour toi, Joël. La carrière de Rudy, bon, elle n'est plus à démontrer. Il y a des distinctions individuelles. C'est un joueur qui s'inscrit dans la durée aussi, très peu blessé, leader des équipes dans lesquelles il a joué. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi il n'y a pas autant de hype autour de son nom quand il s'agit de l'amener parmi les meilleurs joueurs de la Ligue? Alors on l'oublie pas, il a quand même été 3 fois All-Star. Je pense que c'est aussi une question de ce qu'il apporte sur un terrain de basket. C'est peut-être pas le plus flashy. On est dans un milieu, la NBA, c'est quand même beaucoup de divertissement au final. Je pense que lui, ce qu'il fait, c'est des choses qui amènent à la victoire. C'est-à-dire que la défense, des choses qu'on ne voit pas comme la communication, ça, c'est des choses que... Voilà, et les joueurs, quand ils voient qu'il y a Rudy dans la raquette, ils pensent une fois, ils pensent 2 fois avant d'y aller. Et ça, il n'y a pas de stats pour ça, par exemple. Mais quand tu construis une équipe et un schéma offensif, tu t'adaptes parce qu'il y a Rudy Gobert en face, en fait. Okay. Et c'est peut-être pas des choses qui sont flashy et qui vont apparaître dans les highlights et tout ça. Et à la fin, je pense, comme j'ai dit, la NBA, les États-Unis, c'est beaucoup dans les highlights. Voilà, s'ils mettaient des 360 et des dunks et des tirs à 3 points, je pense qu'on parlerait beaucoup plus de lui. Mais il y a aussi le fait qu'au final, il joue avec Karl Anthony Towns. Oui. Et je pense que s'ils avaient pris les 2 intérieurs de Memphis dans l'All-Star Game, sachant qu'il faut prendre réserve, Anthony Edwards aussi. Il y a quand même beaucoup de talent aussi à l'Ouest. Et malheureusement, quelqu'un devait ne pas y aller. Et je pense que dans ces conditions, oui, ça joue un peu en sa défaveur. Le fait qu'il n'ait pas un jeu flashy comme les Américains l'aiment. Je recycle un peu mes questions, mais la semaine dernière, on en parlait aussi avec Thomas sur les votes des Français pour le All-Star Game. Rudy n'est pas dans le top 5 des Français qui ont voté pour les joueurs qui participeront au All-Star Game. Et on se disait ici que il fallait quand même aussi penser au drapeau, quoi, et quand même pousser aussi un petit peu nos Français. Et il y avait aussi un autre son de cloche qui disait que il faut quand même voter pour les meilleurs, qu'on soit français ou pas. C'est quoi ton avis là-dessus ? Déjà, je pense que le système de vote, il permet de voter plusieurs jours. Donc, il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen de... peut-être pendant quelques jours, tu vas mettre tes joueurs favoris. Et c'est pour ça qu'on a vu Thanasis Antetokounmpo qui avait 3 votes, par exemple. Voilà, on sait que c'est pas un joueur All-Star, peut-être. Mais voilà, en tant que Français, on a aussi une responsabilité de soutenir nos joueurs à l'étranger. Il y a d'autres nations... C'est un exemple un peu extrême, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de Zaza Pachulia. Oui, on s'en souvient. C'est à cause de lui qu'on a changé la règle du vote et les pourcentages, parce que lui, il a tout un pays derrière qui poussait, qui votait. Le type, il était 3e dans les votes devant les... et tu dis, attends, les gars. Ouais, c'est trop. Mais c'est un exemple extrême, mais je pense qu'on se doit d'être un peu plus, le mot chauvin, et de vraiment se dire, en gros, si on pouvait, tous les joueurs français, ils iraient au All-Star Game. On sait que ça ne va pas arriver, mais voilà, je pense que ça ne mange pas de pain de faire ça. Après je pense que si tous les Français n'avaient pas voté pour Antetokounmpo, je pense qu'Antetokounmpo serait quand même au All-Star Game. Donc se dire que oui, il faut voter pour les meilleurs, avec tout le respect que j'ai pour le vote de chacun, je pense pas que ça va influencer à ce point-là le fait que les joueurs pour lesquels le monde entier vote vont être All-Star ou pas. Vu la proportion. Tout à fait. C'est symbolique avant tout, c'est ça, quoi. Et puis ça leur ferait chaud au cœur aux joueurs français de voir qu'ils sont autant soutenus dans leur pays. C'est important, le cœur, on en parle pas assez souvent. Tout à fait. On t'écoute d'ailleurs. Si tu as envie d'exprimer quelque chose. Oui, écoutez. Petite lettre d'amour, non ? Rudy, non mais je rejoins tout à fait Joël sur le côté, évidemment, il n'est pas flashy comme on souhaiterait qu'il le soit, enfin surtout là-bas, quoi. Donc évidemment qu'ils ont préféré Karl Anthony Towns qui lui a un jeu plus, qui convient plus au All-Star Game que Rudy. Mais bon, défensivement, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, Rudy, actuellement.
Rudy a répondu justement Excellente réponse. à sa non-sélection au All-Star Game. On vous lit cette déclaration. À mon entrée au Hall of Fame, je pourrais faire des blagues sur toutes les fois où j'aurais pu me reposer parce que je serais fait snobber pour le All-Star Game. Voilà, donc, Il disait qu'il irait à la plage même pendant. Ouais, donc très amère la réponse quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot Hall of Fame dans cette déclaration. Est-ce que les accomplissements là, à date de Rudy Gobert suffisent pour justement le faire entrer au Hall of Fame? Est-ce que là, tout de suite, si on arrêtait la carrière de Rudy Gobert, c'était Hall of Fame direct? Rudy? Oui, pour moi, il est prétendant, oui. Malgré son prénom. Encore plus avec son prénom. Thomas? Je te vois venir, Sylvain. Oui. Pour moi aussi, mais pas pour tout le monde, visiblement. Ok. Donc, alors, Joël, on a une petite séquence qu'on appelle Allons-y. Focus, un duel. Ok. Tu dois connaître un petit peu la dynamique. On écoute les deux argumentaires pendant 30 secondes. J'ai hâte. T'écoutes, tu te nourris de ça et puis tu nous donnes ta position derrière. Ok? Ça va? Qui veut commencer? Je peux, si vous voulez. Allez, Allez, c'est vas-y. bon, c'est parti. La de toute façon, semaine dernière, derrière. Ouais, non, mais vas-y. On est Vas-y, pas en volontiers. Ouais, en régie, on doit être prêt. Vas-y, lance. Oui, alors pour moi, oui, il a déjà sa place en Hall of Fame parce qu'on parle d'un joueur quand même, il est sur sa 10e saison, même voire plus, je crois. 730 matchs, double-double en carrière, 3 fois Deep Boy, peut-être 4e fois cette année, 6 fois defensive team et 3 fois All-Star, on l'a dit. Enfin voilà, et je pense qu'il a sa place parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la même, le même palmarès personnel et même collectif. Et je dirais à l'image de Tim Hardaway, Sidney Moncrief ou même Chris Webber. Donc oui, moi je vois bien Rudy Hall of Fame et je vote pour lui. Ok. À moi? Tu peux. Mais moi, alors déjà, donc le problème, c'est que je voterai pour lui aussi. Mais juste, je trouve ça intéressant. Il y a un tableau qui est sorti de Basketball Référence. On indique qu'on connaît le site, qui donne aujourd'hui à date les probabilités pour les joueurs actuels d'entrer au Hall of Fame. Rudy n'est pas dans le top 20. Rudy Gobert n'est pas dans le top 20. 20e, on a par exemple DeRozan avec un pourcentage à 45% de chance. Donc Gobert, selon ce tableau, voilà. Après, moi je suis d'accord avec vous, mais je trouve ça intéressant pour qu'on en débatte, parce qu'a priori, je pense qu'on va être tous d'accord sur la carrière et tout. C'est une vision peut-être plus américaine qui peut être intéressante, qui peut peut-être expliquer certaines choses par rapport au All-Star Game aussi. Je sais pas, voilà, les seuls à 100% sont LeBron, Chris Paul, Kevin Durant, Stephen Curry. Derrière, on a Jokic est 12e à 90%, par exemple, 12e. Voilà. Il y a même John Wall qui est devant lui. Donc voilà, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux, beaucoup en soutien à Rudy Gobert encore. Mais voilà, c'est juste histoire de l'amener au débat. Ok, bah, parfait. Joël, sur la position de Thomas ou celle de Rudy, les stats et puis les accomplissements individuels de Rudy suffisent. Et puis la vision qu'ont les Américains des performances et des productions de Rudy, pour l'instant, ne le mettent pas dans le top 20. Déjà, je suis d'accord avec leurs deux avis. Je pense qu'il est aujourd'hui, je pense que c'est un Hall of Famer. Okay. Les accolades qu'il a, déjà, elles parlent pour elles-mêmes. Moi, ce qui me frustre un tout petit peu, c'est que je sais qu'il y a... Je crois qu'il avait fait back-to-back de Defensive Player of the Year. Oui. Et un peu comme Jokic avec le MVP, il y a eu un petit sentiment de fatigue. Et vous savez, ils n'aiment pas quand quelqu'un gagne ou casse des records comme ça. Et ça avait fait de bruit par rapport à Embiid et Jokic l'an dernier. Ouais. Et je pense que ça aurait piqué un peu les Américains que le petit Français Gobert prenne son 3 fois de suite. Et puis, parce que là, tu es sûr qu'il y est en fait. Et après, il en a regagné un autre. Mais Il l'avait donné à Giannis. Non, c'est Marcus Smart, je crois. ok, tu vois. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a, cette sensation un peu de fatigue qui est passée par là. Et moi, ce qui me frustrait, c'est que, par exemple, John Wall, qui est placé devant lui dans le tableau, il a été peut-être All-Star un peu plus de fois. Il a été drafté numéro 1. Il y a plus de hype autour de lui. Individuel, ouais. C'est ça le truc. C'est qu'au final, Gobert, il a quand même des accomplissements individuels, des titres. Il a été meilleur défenseur de la Ligue plusieurs fois. Et moi, ce qui me frustrait, c'est que, par exemple, les sélections All-Star que lui juge, par exemple, qui ont été volées, il y en a peut-être 2 ou 3, et qu'à la fin, peut-être qu'il est All-Star 6 fois, il aurait pu être 9. Et peut-être que ça ajoute encore plus de respect en game pour sa carrière. Okay. Je pense que ça serait dommage qu'au final, ces petites sélections qui ne lui sont pas données l'empêchent en game de rentrer au Hall of Famer.
Defensive Player of the Year, meilleur défenseur de l'année, on dit pour ceux qui découvrent cette award, donc cette récompense individuelle. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? Question collégiale. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il a fait sur le terrain, l'a redit, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse pour mettre un peu tout le monde d'accord, entre guillemets? Je pense que s'il remporte un 4e titre cette année, il y est avec certitude. Sans discussion. Parce que c'est le record, hein, 4 titres de meilleur défenseur de l'année. Ils sont 2 à l'avoir eu. Alors, donc c'est Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Et les 2 sont au Hall of Fame. Okay. Donc a priori, si tu as 4 titres de meilleur défenseur de l'année, c'est mathématique, t'es au Hall of Fame. Voilà. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment un doute, même aujourd'hui? C'est vrai que ça paraît fou, mais... Même sur l'image, on sait qu'il est très 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 bon défenseur, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'il aille remplir une autre catégorie stat, collective ou individuelle, justement pour gagner ce respect, Joël? Je sais pas. Après, pour gagner ce respect, je pense que c'est intéressant parce que, comme on l'a dit, c'est une vision américaine. Voilà, les Américains, des fois, quand ils prennent quelqu'un en grippe, ils le prennent en grippe sans raison. Et en fait, voilà, on est là, on se dit pourquoi. Au final, Rudy Gobert, il excelle exactement dans ce qu'on lui demande. Et nous, on veut qu'il fasse plus, mais qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse plus, en fait? Il ne va pas se réinventer maintenant. Il excelle dans son domaine. Il y a des années où il aurait pu gagner le Defensive Player of the Year. Il l'a pas fait, il en a quand même gagné 3. Et là, il est en lice pour un 4e. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? On l'a dit. Il voulait qu'il fasse quoi? Qu'il prenne des coast to coast. C'est pas lui, en fait. Oui, c'est pas lui. Et surtout qu'il y a une époque où Rudy Gobert, son profil, l'époque par exemple des Mutombo, où les intérieurs qui ne tiraient pas de loin, et au final, Rudy, je suis sûr qu'il aurait été embraced encore plus, en fait. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que voilà, il est grand, au final, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, en fait? Il fait ce qu'il sait faire à un très haut niveau. C'est tout, en fait. Ouais. Rudy, et après on conclut. Ouais, moi, je pense qu'on est peut-être un peu dur aussi sur l'analyse que l'on peut faire avec les Américains, parce que aujourd'hui, oui, ils créent la polémique, ok, parce que justement, ils posent problème à certains justement joueurs américains qui leur empêchent d'aller gagner des titres individuels aussi, justement. Il peut battre des records. Enfin, si justement, comme les Jokic ou les Giannis Antetokounmpo, donc c'est ça qui les énerve un petit peu. Mais donc pendant la carrière, on va lui mettre un peu de bâton dans les roues, il y aura des petites polémiques comme ça, mais finalement sur l'ensemble de sa carrière, comme Batum, comme Tony Parker, comme Boris Dio, comme tous les autres qui sont passés avant, français ou étrangers comme américains, qui ont eu des stats en double-double sur l'ensemble de leur carrière, à la fin de leur carrière, ils seront adulés, en tout cas ils seront respectés à la hauteur de ce qu'ils auront fait dans leur carrière en NBA. Aujourd'hui, on peut comprendre tous ces petits trucs. Disons que c'est l'adversité encore dans lequel il est qui fait qu'on ne lui donne pas tout ce qu'il mérite. C'est une vie d'un athlète, mais à la fin, il y aura le respect, c'est sûr, il y aura le respect. On va essayer de gagner le respect, nous, de Joël Ayayi, qui est notre invité cette semaine. On va découvrir un petit peu le phénomène dans l'ITV décalé. Alors c'est bien, Thomas n'a pas parlé sur les jingles. Non. Donc je suis hyper concentré pour faire mon lancement. Merci beaucoup, Thomas. Non, ça y est, là, j'ai Alors nous, on connaît bien, Joël, parce qu'ensuite à ta carrière et ta saison du côté de Nanterre, on va essayer d'ouvrir un petit peu à tous ceux qui peuvent te découvrir sur la chaîne Sport en France. La famille Ayayi, très bien représentée dans le basket français. Moi, j'ai lu dans un article pour préparer cette interview que l'inspiration venait beaucoup de ta sœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les liens qui se sont noués autour du basket avec ta sœur et grâce à elle, du coup? Ouais, je dirais qu'on est très fusionnels, elle et moi. J'ai 6 ans de moins, ça veut dire que j'avais assez de recul. Il y avait beaucoup d'années, entre guillemets, pour que je puisse me comparer. Et j'ai pu apprendre beaucoup de son chemin. Je dis souvent que, par exemple, l'INSEP, je savais que je voulais aller à l'INSEP parce qu'elle y était allée. Et au moment de regarder son formation, j'avais les yeux fermés. Je voulais aller à l'INSEP parce que ma soeur était à l'INSEP. Et pareil pour le Pôle Espoir et tout ça. Donc son chemin, elle a un peu pavé pour moi. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer derrière. Et le chemin, il était un peu tout taillé. Donc j'ai eu cette chance d'être le deuxième. Je pense que la route a été un peu plus difficile pour elle, parce que pareil, je sais que pour les parents, on l'a laissé partir au Pôle Espoir, et puis ensuite, centre de formation avec un peu d'avance à l'INSEP.
Moi, ces questions-là, elles n'ont pas été posées en fait. Moi, j'étais même poussé à faire ce genre de choses. Et voilà, elle est toujours à me donner des conseils et toujours à. Vous parlez régulièrement après les matchs, avant les matchs. Voilà. Assez souvent, quand on ne joue pas ensemble, on regarde le match d'autrui. Donc voilà, on a toujours un œil dans le groupe chat familial sur ce que chacun fait. Ouais. La famille, c'est quelque chose d'important, hein, de toute façon, pour tout le monde ici, mais pour vous, on a le sentiment, quand tu jouais à Nanterre il y a encore quelques heures, contre le frère, donc Gérald, Valérian était là aussi, avant de s'envoler justement pour l'équipe de France. On a peut-être une photo aussi à montrer, les liens que tu as avec ton frère, moi ça m'intéresse aussi maintenant. Adversaire sur le terrain, mais frère quand même. Très fusionnel. Je pense que c'est plus dur que les gens le pensent de jouer contre son frère. On parle tous les jours. Donc, en fait, tu veux pas qu'il fasse un match complètement à côté de la plaque, mais en même temps, tu veux gagner le match. Et quand moi, je défends sur lui, je veux pas qu'il marque. Donc, c'est beaucoup d'émotions un peu croisées. Et à la fin, je sais que je voulais gagner le match. Et ça, c'est la chose que je sais. Mais dans ma tête, un match parfait, c'était un match où on performe tous les deux et je gagne. Et malheureusement, au match aller, on a nous deux performé, mais il a gagné. Donc c'est lui qui a eu le match parfait, et puis il était content. Et moi, j'avais un peu, parce qu'en plus, on gagne jusqu'à 40 secondes de la fin. Donc je me dis que c'est moi qui vais avoir la fin parfaite. Mais ouais, on parle tous les jours. Donc, ça trash talk un peu sur le terrain ou pas? Est-ce que vous défiez un peu les regards, les mots? On m'a chalé beaucoup, on avait beaucoup joué, donc, et puis à un moment on a passé je crois toute la deuxième mi-temps à défendre l'un sur l'autre, donc beaucoup. Et moi je trouve que la physionomie du match était différente, donc on a passé moins de temps ensemble sur le terrain, mais il suffit d'un regard ou d'un sourire ou d'un panier de l'un ou l'autre pour que tu sentes qu'en fait ça peut partir à tout moment. Et donc c'est vraiment cool. Le cursus de formation, on repart un petit peu de là. Tu as parlé de l'INSEP et ensuite Gonzaga, un cursus complet de 4 saisons qui t'amène à disputer un Final Four. Explique-nous déjà un peu la raison du choix des États-Unis en sortie d'INSEP. Et puis voilà, je te poserai une autre question sur ce fameux Final Four ensuite. Déjà pour l'université, ma sœur avait des offres universitaires, mais je pense qu'il y avait une petite réticence de la part de mes parents et même d'elle. Et 6 ans plus tard, moi, quand j'ai eu les mêmes offres, la vision a complètement changé. Donc c'est un peu pour revenir à l'exemple où elle avait elle a eu la route plus difficile et moi j'ai pu passer derrière. Je regardais les matchs du collège le soir dans ma chambre à l'INSEP et j'ai toujours été fasciné par cette idée de jouer un basket plus athlétique, plus costaud. Et au final, je me suis dit que, surtout avec j'étais très maigre. En National 1, j'avais même pas de bonnes stats en fait, parce que j'arrivais pas à jouer physiquement. Je jouais contre des gens qui étaient beaucoup plus costauds que moi et j'étais un late bloomer. J'ai mis du temps à pouvoir plus tard. Et donc, et donc pour moi, pouvoir aller utiliser des infrastructures là-bas, avoir le développement individuel que certains ont eu à l'université, et dans une université où on joue un basket plutôt européen au final, avec beaucoup de jeux de high-low, de jeux de passe. Pour moi, ça a fait sens d'aller un peu mixer les deux cultures et de m'expatrier. Une université bien connue de Ronny Turiaf, Gonzaga. Notamment, et de Robert Sacré. Tout à fait. Et de Mathis Keita, qu'on avait reçu aussi. Qu'on avait reçu aussi dans Hype. Sacré, ça marche. Paul, je crois que tu as une question sur les relations qu'il aurait pu peut-être conserver avec des coéquipiers devenus amis, peut-être à Gonzaga, non? Oui, on parlait, donc tu as croisé, donc tu n'as pas joué avec lui, mais tu as croisé Chet Holmgren, qui va être deuxième rookie de l'année, on peut l'annoncer officiellement, désormais. Ça, je suis en difficulté à chaque fois. C'est dur parce que je connais Chet. Évidemment, Victor, il est français, donc ça m'amuse beaucoup de voir les rankings 1, 2, 2, 1. Et quelle marge de progression tu lui vois justement à Chet? Chet, en fait, c'est un joueur en fait dépendant du système. Je pense qu'il va pouvoir montrer différentes facettes de son jeu. Par exemple, à Gonzaga, il était encore plus connu pour sa défense que pour son attaque. Alors que c'est un joueur qui peut tirer à 3 points, qui peut tout faire. Il prend des rebonds, il traverse le terrain, il a assez de QI basket pour avoir la balle en tête de raquette et jouer. Là, il est dans un système où évidemment il y a Shea et c'est bien huilé en fait. Le Thunder au final, c'est une équipe qui est bien huilée, qui gagne. Donc peut-être qu'il est amené à moins montrer, mais je pense que c'est même pas une question de physique parce qu'il est morphologiquement comme ça, on ne peut pas lui demander d'être plus costaud ou quoi que ce soit. Mais je pense que même dans tout ce qui est
dans le tir à 3 points et même dans le ball handling et pouvoir devenir un vrai point forward, je pense que c'est ça qui va pouvoir un peu débloquer beaucoup de situations positives pour la suite de sa carrière. Wemby ou Holmgren pour le titre? Il nous faut une réponse. Franchement, je m'y On vote attendais pas. français, Pourtant, ça aurait été Est-ce comme qu'on- une maison. est-ce Tu l'as qu'on lancé vote long comme une français, maison, ouais. mais je m'y attendais pas. Sur ce que tu as vu, hein? Sur Ou ce que pas, j'ai vu, ouais. Sur ce que tu veux dire. Sur ce que j'ai vu, moi, je pense que je reste un fan de Wemby parce que, Ok. au final, c'est un titre individuel. Et je comprends que les titres individuels, ça prend en compte le collectif, mais je pense qu'au final, Wemby nous montre quand même un peu plus. Et ça ne veut pas dire que Chet n'a pas ce que Wemby fait, mais au final, Wemby fait. Et donc, on se doit de donner pour l'instant l'avantage à Wemby. Il est peut-être possible qu'on ait un Rookie of the Year. Hein. Je ne sais pas si. Je crois que ça avait déjà été fait dans les années ça, 90. ça, Ça a déjà été fait, mais Je Avec pense Grant que- Hill et Jason Kidd notamment ça. qui avaient soulevé le Après, trophée. c'est des votes, hein, donc on ne sait jamais. Faudra C'est- voir. Il reste une moitié de saison pour analyser. Gonzaga se finit par Final Four, Ouais. c'est ça? Ouais. Pas gagné? Non. Ça te reste encore un petit peu en tête ou bon, t'as Un tourné la peu. page? Oui et non, parce que je suis le résultat chaque jour. Donc évidemment, je me dis que waouh, si on avait gagné, ça aurait été le premier de l'histoire de l'école. Bien sûr. On est une petite école, il y a 6000 étudiants, on est dans le nord-est, dans une petite ville à Spokane. Et franchement, on a été traités comme des légendes, hein, parce que là-bas, il n'y a pas de sport professionnel et ils ont une fanbase qui est ouf. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je reviens là-bas, je peux rentrer dans un restaurant et des gens vont me reconnaître et tout ça. Ok. Et c'est pour vous dire, Ouais, la l'impact, parade, ça aurait ouais. été incroyable. Et Marc Few a fait grandir le programme d'une manière qui est un peu folle. Le coach. Et ouais, Marc Few, le coach. Et je pense que ça aurait été vraiment lui donner ça à lui. Ça aurait fait taire beaucoup de gens et ça aurait fait plaisir à toute la ville. Donc c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Bon, ton chemin s'est pas arrêté là puisque t'es pas drafté NBA, mais tu arrives à choper quand même le wagon des Washington Wizards. Je crois que tu es venu avec ton agent qui te représente. Ça, c'est manager. Juste Ok, manager. Juste, raconte-nous un peu l'expérience justement. Drafté, on voit un peu à la télé comment ça se passe, la casquette, et boum, on est appelé, on prend l'avion. Ouais. Mais quand on n'est pas drafté, et comment on fait justement pour accrocher le wagon et voilà, les négociations, est-ce qu'on t'appelle, on appelle l'agent, est-ce que tu fais des workouts, etc. Raconte-nous un peu. En fait, moi, j'étais à Los Angeles pendant la draft. Et donc, j'avais un peu une zone dans laquelle je pensais ou pas penser. Et une fois que cette zone-là est passée, je crois qu'on était à 45. Et à 45, les contrats ne sont plus garantis. Donc, je me suis dit, soit je me fais drafter par une équipe et je n'ai pas le choix de choisir, ou soit je refuse quelques sélections et peut-être que j'ai la chance de choisir en gros une équipe. Donc, c'était un peu un pari que j'ai fait. Ok. Donc, j'ai parié sur les Lakers. Donc, au final, Il y a pire choix. T'es assis en face d'un fan des Lakers. Ah ouais, Voilà, tout ce qui est jaune, ça le rend fou. et donc, donc au final, j'ai pas eu à prendre l'avion, quoi. J'étais à Los Angeles, Ouais. donc c'est un process un peu différent. Ok. Mais par exemple, si j'avais choisi Minnesota, c'est généralement le lendemain ou 2 jours après. Ok. T'es dans l'avion. Après, c'est différent parce qu'il y avait Covid, c'était l'année Covid. Et il y avait la Summer League qui était vraiment une semaine après ou 10 jours après. Donc c'était très très rapide. Mais ouais, j'ai parié sur les Lakers et ensuite à la fin du training camp, c'est à Washington que j'ai atterri. Ok. Mais je crois que tu côtoies un peu les Lakers. Ouais, pendant toute la pré-saison et l'été donc. Ok. LeBron James, t'as croisé ou pas? Ouais, un peu. Ok. Ça fait quoi de croiser l'un des plus grands joueurs de l'histoire? Il me regarde. Je savais dire qu'il y a quelqu'un qui. Voilà. On a eu gros débat. Là, c'est le débat. Ouais. Non, j'ai compris. Moi, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais franchement, c'était un peu fou parce que j'ai grandi en mettant ses maillots et tout ça. Et je pense que c'est un peu la réaction de tous les jeunes qui se font drafter par les Lakers maintenant, parce qu'ils étaient assez jeunes pour être des fans de LeBron. Et ouais, le voir en salle de muscu tôt le matin, voir sa routine, voir toutes les boîtes de chaussures qu'il a pour chaque match. C'est des trucs en fait que, oui, peut-être que tu penses de temps en temps, des fois, mais en fait, le voir de se proposer, je pense que c'est quelque chose qui m'a frappé. Ouais.
Nous, on fait des débats un petit peu hype ou pas hype, hein, ça dépend de chaque semaine. Et donc, la question du GOAT, Jordan LeBron, s'est posée. On a eu l'opportunité la saison dernière d'accueillir Moundir, qui est un très fort joueur de basket. Hein, très bon shooter. Mais très bon shooter. Qui donc a donné son avis sur cette fameuse question. On te propose d'écouter, de regarder surtout et de donner le tien. Ça marche. Jordan, même au-delà, au Yémen, on connaît Jordan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui braquaient pour ses chaussures. Enfin, c'est même niveau business. Enfin, Jordan, je crois que tous les gens se sont inscrits au basket en voyant Jordan, comme ceux qui ont vu Jean-Claude Van Damme faire de la boxe taille à l'époque. Je crois que c'est incomparable. C'est-à-dire, aujourd'hui, même Jordan, tu le vois au foot. Le mec a débarqué dans le foot, il sponsorise l'une des équipes de Paris Saint-Germain. Enfin, on a l'impression que Jordan n'a pas quitté le basket. Il est resté. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. Pour moi, ça reste une référence exceptionnelle. Quand on parle basket, on dit Jordan. On compare quand on dit effectivement que LeBron reste un grand Hall of Famer, c'est ouais, mais est-ce qu'il est plus fort que Jordan? C'est-à-dire que même Jordan à la retraite reste encore champion sur tous les points. Sur tous les points, dans le business, dans l'aura, dans ce qu'il apporte, dans ce qu'il a fait pour le basket. Enfin, c'est un joueur. Je dis souvent que les champions ne sont pas uniquement sur le terrain de basket. Jordan. Alors, avant de demander à Joël sa position, on va te demander de rectifier un petit peu la prononciation du prénom de LeBron James. Parce qu'ici, il y en a qui disent LeBron et apparemment Moundir c'est pareil. Comment on dit? Toi qui as côtoyé un peu les US. Personnellement, j'aurais dit LeBron. Ok. LeBron. Après, LeBron. C'est voilà, très bien, Reggie. Bravo, garde-le à chaque semaine. Chaque semaine, c'est la même chose. Bon, Joël. Je sais, il l'a côtoyé. Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous tout. Question de génération ou pas, LeBron, Jordan, ou est-ce que Jordan ou LeBron? Moi, déjà, ce qui me dérange un peu dans son témoignage, c'est qu'il a parlé tout sauf le basket. Au final, oui, Jordan est dans le foot. Oui, les gens ils se battent pour avoir des Jordan. Mais déjà, c'est une situation que LeBron, en tant que joueur de basket, vu qu'il n'est pas encore à la retraite, il ne peut pas être dans cette situation. Et je dirais même qu'il a dit que Jordan était un meilleur businessman. Et dans ça, je dirais même que je ne suis pas sûr. Déjà, je suis vraiment pas sûr. Parce que pour connaître un peu LeBron et pour avoir lu quelques livres et tout ça, je pense que en tant qu'athlète, businessman, je pense que c'est dur de faire mieux que LeBron. Et là encore, il n'est même pas encore post-carrière. C'est-à-dire qu'on peut parler de Liverpool, on peut parler de Spring Hill Production, on peut parler de Beats, on peut parler de... Il y a comme Louis Vuitton, on peut parler de beaucoup de choses en fait pour LeBron. Et au final, c'est des choses que Jordan ne faisait pas pendant sa carrière. Jordan, après la carrière, je suis d'accord. Mais il faut aussi dire que Nike a beaucoup poussé la marque Jordan. LeBron n'a pas vraiment poussé sa propre marque au final. Mais dans tout ce qui est autour, LeBron a quand même bien travaillé. Et il est joueur pour l'instant. Ouais, c'est ça, il n'est même pas en pré-retraite. C'est ça. Pas. Après, basketball en parlant, je pense que tout le monde sait que LeBron est le meilleur joueur de basket pur. Mais tout le monde sera d'accord pour dire que Jordan avait la meilleure mentalité. Et je pense que tout comme certains mettent Kobe en tant que meilleur joueur du monde et ils préfèrent Kobe plus que LeBron à l'époque, parce qu'on savait que LeBron était meilleur que Kobe. Mais Kobe, il avait cette aura, comme Moundir a parlé, il avait cette chose que tu as envie de... Tu as envie d'aller parler à Kobe, tu as envie d'être comme Kobe, tu as envie d'avoir la force mentale que Kobe. Et la Mamba Mentality, c'est pour ça qu'au final, Kobe reste une icône quoi qu'il arrive, et que LeBron sera moins connu pour ça. Mais au final, je pense que sur un point de vue purement basketball, je pense que LeBron, à sa taille et toutes les qualités qu'il a, je pense qu'il est au-dessus de Kobe et Jordan. Allez, Rudy, je sens qu'à un moment donné, tu voulais... Oui, pardon pour tout. Non, mais... J'aime bien. C'est la plateforme pour ça, donc vas-y. Alors, sur le plan businessman, etc., je pense que Jordan a un peu, c'est lui le précurseur de pas mal de choses, qui est aujourd'hui pourquoi il y a des sponsors justement, chaque joueur a un sponsor équipementier, etc. Ça, c'est Jordan qui a instauré ça, c'est Jordan qui est avec Nike, c'est Jordan qui a permis à Nike d'exister ce que Nike est aujourd'hui. Mais bien sûr, il faut savoir que Jordan,
la marque Jordan, déjà, générait beaucoup plus d'argent que Nike. C'est donc. Moi, je voilà. peux Ensuite, t'arrêter, sur le, après, tu reprends tout de suite. sur le plan sportif, Le jeu. sur le plan sportif, je ne pense pas que LeBron James soit un meilleur joueur que Jordan. Je pense que Jordan, quand tu le vois jouer, il a fait tellement de choses techniquement, même individuellement, collectivement, dans une seule franchise en plus. Donc, je pense que c'est presque incomparable. Oui. Par rapport à ce que LeBron James peut faire aujourd'hui, où il a été chercher des bagues dans d'autres franchises parce qu'il a. Enfin, après, je pense qu'on a tous nos amours. Tu es jeune, tu n'as jamais vu Jordan jouer, vraiment. Tu es né avec LeBron James, donc c'est normal. D'autres sont nés avec Kobe. Moi, je suis né avec Jordan. Donc je pense qu'on nos invités. Donc, ouais. Oui, mais c'est ça. Donc, je respecte. C'est que pour ça, je me dis, c'est un peu normal que tu aies plus de sensibilité avec LeBron James parce que c'est ta génération. Mais moi, j'ai vu les trois. On t'a parlé de ces trois-là. Moi, j'ai vu les trois. Je reste bloqué sur Jordan. Peut-être que c'est parce que c'est ma génération. Kobe, je le mets presque pas loin de Jordan en termes de joueur, de technique, etc., ce qu'il a pu montrer sur le terrain. Et LeBron James, ça par contre, c'est un tout autre... lui, c'est la longévité, ses capacités physiques, il a surfé sur les réseaux sociaux et la modernité, la communication. Donc je pense que c'est encore un autre monde. On relance pas. Non. Tu mets troisième. Moi, je le mets, franchement, je le mets troisième, sincèrement. Bon. Enfin, sur les trois, on va faire un classement des trois. On reste sur le débat du GOAT. Carrément. Restons sur le débat du GOAT. Et Joël, on reprend aussi nos débats des semaines passées. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité de Kevin Durant qui se voyait dans la discussion, la conversation aussi du GOAT. On a cette pastille de débats et d'arguments entre nous, on te la montre et puis ensuite tu me dis ce que tu en penses. Ça marche. Je s'attendais pas à ça. Des arguments à faire valoir. Donc tu parlais de ses 4 titres de meilleur marqueur, son titre de MVP, le fait qu'il ait 2 titres de champion. Pour moi, c'est uniquement son transfert aux Warriors et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé qui fait qu'il n'est pas dans la conversation du GOAT. Parce que s'il avait remporté ses 2 titres de champion avec une équipe d'OKC qu'il avait menée au sacre, ça serait complètement différent. Et s'il ne faisait pas du 52, qu'il n'avait pas marché sur la ligne à 3 points avec les Nets contre les Bucks, s'il n'avait pas perdu la finale de 2012 contre le Heat, enfin, c'est plein, quand on parlait de rendez-vous manqués, c'est plein de rendez-vous manqués malheureusement. Et le transfert aux Warriors, pour moi, c'est la raison principale qui fait qu'il n'est pas dans la conversation du GOAT aujourd'hui, Kevin Durant. Joël. Moi, j'aime bien ta réflexion parce que on parlait des distinctions individuelles qui font un peu les legacy. Et ben, je pense que son transfert aux Warriors, c'est un peu tout comme pour toi, LeBron à Miami. C'est des choses, je pense, qui marquent beaucoup les gens. Et c'est un peu une question de respect, mais je pense que on voit les choses un peu différemment après ce genre de choses. Je pense qu'un des arguments pour Jordan, c'est qu'il est resté dans la même franchise. Kobe est resté dans la même franchise. Et voilà, le mouvement de KD aux Warriors, je pense que ça a tellement... cassé les gens, ils ont tellement mentalement, ça les a tellement... Et puis surtout ce qui s'est passé après, où ils roulent sur tout le monde. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose ça fait mal, je pense. Et après, tu te dis, Après, en plus, KD, c'est individuellement parlant, en parlant de talent pur et de scoring. Il fait... Voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, dans l'histoire de la NBA qui ont pu faire ce qu'il sait faire. Après, il y a les blessures qui ne l'ont pas aidé aussi. Mais c'est vrai que ce transfert au Warriors, je pense que ça a un peu tapé sur sa carrière, du moins sur la vision que les gens ont de sa carrière. Le record de Will Chamberlain en NBA, c'est 100 points. Luka Doncic récemment c'est 73, il y a eu Joel Embiid également à 70. On s'est posé la question de savoir si ce record était en danger. On te montre encore une pastille, tu me donnes ton avis simplement. Oui, moi je pense que c'est possible. En plus, on parle de Wemby. Pourquoi c'est possible? Parce que si je vous écoute, donc on n'a pas l'intention, il ne faut pas changer les règles du basket, pas s'adapter justement à cette profusion de points sur un seul match. Sauf que si on se souvient, dans les années 60, Monsieur Wilt Chamberlain a réalisé ces performances-là de 70, 78 points, 100 points, etc. Il a fait ça entre 60 et 63. Ça arrivait cette fois. Là, on revient sur les 5 dernières années.
Donc, il y a 25% de ses performances qui sont faites là, juste la dernière année. Et sur les 70 points, c'est ça. Et sur les 60 points, on a 50% des chiffres qui sont faits là sur les 5 dernières années. Ça veut dire que si on continue comme ça, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement, surtout avec un Wemby qui en 20 minutes peut mettre 33 points. Donc j'ai envie de dire, si demain, en plus avec 3 ou 4 prolongations, le gars il y a justement 3 ou 4 prolongations, il te met les 100 points. Bah, pas de prolongation pour toi, Rudy. Il te met les 100 points. Il te laisse même pas 2 secondes de plus pour finir ta phrase. Les arguments de Thomas pour répondre à ceux de Rudy. On m'a encore coupé la chic. Non mais globalement, c'est parfait pour lancer Joël là-dessus, c'est intéressant parce que si je me souviens bien à peu près de ce que j'avais dit, c'était surtout que, ok, Rudy, tu disais que les grosses performances autour des 70 points étaient beaucoup faites là, depuis quelques années, voire même quelques mois. Ouais. Voilà. Mais là, on parlait des 100 points. Et donc, il manquait 30 points. Voilà, j'insistais là-dessus. Ouais. Bah oui. Voilà. Non mais je veux dire, on parle même pas. Et je me souviens avoir dit aussi, déjà passons de 70 à 80, qui est la perf de Kobe, qui est quand même incroyable. Passons ça déjà. Et après, c'est encore 100 points. Il resterait encore 20 points. Enfin, ça me paraît énorme. Qu'est-ce que tu en penses ? 100 points, c'est beaucoup. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans la NBA d'aujourd'hui, qui est une NBA qui est très clémente à l'attaque, avec des joueurs qui, quelquefois, clairement n'ont pas envie de jouer. Et il suffit que tu tombes sur... Il y a un concours de circonstances en fait, qui fait que je pense qu'on pourrait s'en rapprocher. Après, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, mais une équipe qui par exemple, il y a les jeux à Miami qui est sorti la veille, qui n'a pas envie de jouer ce match-là, et tu as un gars comme Luka qui vient au Trae Young, qui est chaud, qui va mettre 12 ou 13 3 points par exemple, et qui va jouer peut-être 36 ou 38 minutes parce qu'ils ont besoin de cette victoire. Voilà, je pense qu'il y a quelques circonstances qui font qu'on pourrait s'en rapprocher très fortement. Okay. Après, moi, ce qui est dommage, c'est que les joueurs, comme je pense KD et Steph, par exemple, sont deux joueurs qui, même Devin Booker, ces joueurs qui peuvent rentrer dans la zone tellement rapidement, en fait. KD et Steph, ils sont un peu sur la fin. Mais je pense que dans une NBA comme aujourd'hui, où le handshake, il est plus possible, où un gars comme Steph, par exemple, si jamais il n'y avait pas les blowouts et tout ça, quand les Warriors ils tapaient les gens de 25-30 points à chaque match, je pense que lui, on lui a donné peut-être... on lui a ôté 2 ou 3 ans où il aurait peut-être pu se rapprocher. Okay. Parce qu'au final, je ne pense pas que Steph il ait mis plus de 62 points. 62 points. Ouais. Et je pense que même quand Clay il met je ne sais pas combien de points, mais qu'il ne joue pas du quatrième ou quoi, au final, c'est des perfs que tu te dis... Si peut-être Clay il avait été un peu moins, j'ai envie de dire, mature et qu'il s'était dit j'y vais, tout comme Phoenix avait fait ça pour Devin Booker quand il a mis 70 à Boston. On a vu, les gars, ils n'ont pas de honte de se dire vas-y, on va te pousser pour que tu mettes 70 points. Est-ce qu'un Wemby peut être celui qui a le plus de choses en magasin pour vraiment s'approcher, voire dépasser ce record ? Oui, parce qu'on parlait de KD, c'est les gens qui, en fait, eux, quand ils tirent, ils ne voient pas la défense. Donc ça veut dire que KD il disait, quand je me rappelle quand il n'y avait pas de Beverly, il disait je peux tirer au-dessus de pas de Beverly toute la journée. C'est juste que je ne vais pas le faire parce que... Mais c'est vrai en fait. Parce qu'un gars comme Wemby, quand il tire, c'est très souvent, et c'est peu contesté au final. Il tire tellement haut, et il est à droit à 3 points, même ses fadeaway. Et une fois qu'un gars comme Wemby il connaîtra exactement ses spots où il sait à 100%, un peu comme KD il fait, où il va se faire un dribble parce qu'il sait que s'il va là, il s'élève sur toi et marque. Ça peut, sur 40 minutes, ou les 2 ou 3 prolongations qui vont mettre 50 minutes, ça peut faire mal. Je ne dis pas que ça va servir, mais ça peut faire beaucoup de points au final. Donc, Question sur tout à fait autre chose. Hein. Le swag de Russell Westbrook, t'aimes bien ? Ça tenue un peu vestimentaire. Ça a évolué. Ça a fait un peu des up and down. Ok. Est-ce que t'aimes bien la tienne, surtout ? C'est ça qui nous intéresse. On a quelques images. On a été choper ça sur les réseaux. Est-ce que t'as un swag hype pour toi ou il y a des choses encore à améliorer ? Il y a des choses à améliorer. Okay. Et je suis content de mon swag pour l'instant. Et j'aime bien un peu la fashion. Donc, et entre toi et Yoann Bégarin, par exemple, il y a match ou pas ? Je lui mets l'amende à jouer. Aussi, regarde. Ok, bon.
Merci Joël de Merci. nous parler un petit peu de toi et de ta saison. On espère d'ailleurs que tout ça va continuer Merci. avec des titres, peut-être avec On l'espère. Nanterre 92. L'équipe de France aussi, on sait que tu as fait les fenêtres internationales de qualification. Corrige-moi, je crois que c'était pour les C'est la prépa de l'an dernier. prépa. Par Ok. entraînement. Ouais, donc ça reste quand même peut-être un objectif à terme d'intégrer là, peut-être JO, peut-être après JO avec cette Ouais. nouvelle renouvellement de génération. Quand on viendra, quand on jouera le coup de téléphone. Viens, hop, les affaires sont prêtes, on y va. Il n'y a pas de Voilà. souci. On va finir cette émission par un jeu, un petit jeu. On n'a pas l'habitude de s'amuser autant que ça sur ce programme. On va le faire. On va le faire ensemble. On va vous montrer des images. Alors, c'est un petit jeu qui est un peu partagé sur les réseaux sociaux. On n'a rien inventé, hein, vous inquiétez pas. Joueur, starter, bench ou cut. Il faut me dire qui vous voyez démarrer le match, qui vous benchez, donc, et qui vous coupez. Allez, Joël, tu commences ? C'est pas le plus dur, celui-là. Le jour d'aujourd'hui, je pense que je starte. Steph ? Aïe, non, peut-être pas. Je starte. Vous C'est allez m'en dur. vouloir parce que je vais dire. Mais je starte Ja Morant et je bench Steph et je cut Tatum. Ok. Donc, Ja Morant, numéro 12, hein, c'est celui qui est à gauche écran. Donc, Steph est cuté, c'est ça ? Non, Steph est bench. Bench, pardon. Ouais. Et donc, Tatum est cuté. Thomas, Allez, même. prochaine photo. Ah oui, non, une photo. Arrête, hein, vous m'avez sélectionné la meilleure brochette, là. Comment tu veux faire ça? Qui start, qui bench et qui est cuté, donc coupé de l'équipe. Je start Jokic. Ok. C'est complètement. Oh là là, c'est compliqué, hein, quand tu dois vraiment y penser. Je me mets dans le truc, moi, vraiment, j'y suis, quoi. Je suis le coach, tu vois, ça va Vas-y. jouer, quoi. Je bench Giannis et je cut Embiid juste parce qu'il est plus blessé. Oh Pas toi. Voilà. Je suis d'accord avec les deux. Pour le moment, je suis d'accord avec les deux. Allez, Paul, à toi. Mais c'est dur, hein. Oh là là. Oh, vous Compliqué. savez Magic Johnson, il y a Oh, du Jordan et du Bird. C'était pour moi. J'ai envie de vous dire, c'est tout À simple. l'oreillette, on m'a dit celui-là, c'est pour Paul. C'est tout simplement Je dans donne- l'ordre. je donne pas de nom. C'est l'ordre. Tu mets dans l'ordre. Je starte évidemment Magic qui est pour moi le GOAT, ça fait beaucoup de débat, mais je peux en débattre pendant Pas ça qu'on une n'a pas heure. parlé tout à l'heure, ouais, effectivement. Jordan sur le banc, évidemment, hein, parce qu'il va vendre des chaussures. Voilà. Et Larry Bird, cuté. Ok, Même si c'est un crève-cœur. ok, ça marche. Allez, Rudy, on finit par toi. Ouh, que des Lakers. Ah là, c'est chaud. Allez, vous êtes dur avec moi. Ok. Tu peux pas faire ce que tu penses. Vous êtes dur avec moi parce que voilà. Ah là. Ah, on l'a tous fait, hein. Allez. On veut des choix avec argument, bien sûr. Celui-là, il est chaud. Allez, Oh, c'est compliqué. je starte les Browns. Je mets sur le banc Kobe Je vois, franchement, je vois. et je coupe chaque. Tu peux répéter pour Joël? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je starte les Browns. C'est LeBron. bon, Ah, c'est peut-être pas le même, hein. M'embêtez pas. Déjà, c'est assez dur pour moi de le Tu dire. vois, la réconciliation des peuples, c'est magnifique. Allez, on s'en Bien fait un sûr. dernier. Après, je parle équipe. Hein. On s'en fait un dernier avec Joël. On va se faire un spécial BetClick Elite. Donc il y a TJ Short, meneur de Paris, Mike James tout à gauche, meneur de Monaco, et tout à droite, on a Nando De Colo, la légende du basket français. Encore en activité, bien sûr. Waouh. Waouh. T'as un peu de temps. C'est dur. Franchement, c'est dur. Et si vous avez des avis, Rudy, Paul, Thomas, pour aider Joël, il n'y a pas de problème. Ah non, non, on l'aide pas. Je suis obligé de start Nando Ok, parce que c'est Nando. ok. Entre TJ Short et Mike James, j'ai l'impression que je suis obligé de bench Mike James parce que la carrière qu'il a eue, je pense que voilà. Futur meilleur marqueur de l'Euroleague, hein. Ça Donc, approche. Je pense que c'est le classement qui fait sens. Ok. Bon. Il s'en est bien sorti, hein. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Ça me paraît Le logique. plus dur était pour moi. Il a même pas redit qui il a cuté, tu vois. C'est bon, il a même pas eu à le dire. On va remercier Joël d'être venu, Joël Ayaï qui prend de son temps de récupération d'ailleurs, hein, parce Merci. que quand on n'est pas sur le terrain, on récupère forcément quand on est sportif de haut niveau. Tu reviens quand tu veux, Joël, c'était un vrai plaisir. C'est vraiment Passe le cool. bonjour à la famille et bonne chance à la famille Ayaï. Merci Thomas d'être venu. Merci Sylvain, merci Joël. Merci à vous. Rudy, 49ers for life.
Allez, Ok. San Francisco 49ers. Voilà, Allez, ça Purdy. dimanche soir. Merci à Paul, Et une toujours pensée pour- soyeux. Merci et Kobe ce soir, la statue qui va Ouais. être dévoilée devant la crypto.com. Tout à fait. On pensera à lui encore. Exactement, ça fera quoi, la 4e statue. Ouais, un peu plus, ouais, je crois. Que... ça beaucoup va de faire mots. un triangle déjà. Beaucoup de légendes. Bah, merci également Lucien qui prépare cette émission chaque best. semaine Ouais. de main Meilleur. de maître et toute la régie. On se retrouve pas la semaine prochaine ni la semaine d'après. On va faire une petite pause. On se retrouve dans 3 semaines à peu près. Donc passez de bonnes All-Star Break. vacances et un bon All-Star Break et on se retrouve bientôt. Ciao. 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 Ciao.